on a décidé d'ouvrir l'antenne et de donner la parole à la jeune génération qui s'engage en politique. Ce mercredi, Sofian Nedjari est avec nous. Il est coordinateur départemental du MJCF 22, le mouvement des jeunes communistes de France, et il est avec nous en direct en studio. Merci d'être venu jusqu'à nous. Bonjour. Merci pour votre invitation. Bonjour. Alors on va parler politique, je le disais tout à l'heure, il y a beaucoup de choses à dire. On va parler évidemment des élections européennes, élections qui vont se dérouler ce 26 mai dans un contexte un petit peu particulier, il faut bien le reconnaître. C'est vrai que là on a les révoltes des gilets jaunes, on a un climat de défiance généralisé vis-à-vis des institutions européennes. Alors tout ça a pour racine à mon avis le déficit démocratique des institutions européennes, toutes ces politiques néolibérales aussi qui se font contre l'intérêt des peuples. Donc voilà, il y a tous les ingrédients finalement pour avoir un climat assez tendu à l'issue de ces élections. Donc voilà, nous on essaye de faire en sorte qu'il y ait un maximum de gens qui s'intéressent à ce scrutin, avec des propositions tournées dans l'intérêt des travailleurs, de ceux qui produisent les richesses dans tout le continent d'ailleurs. On va parler de ces propositions tout à l'heure, mais ce climat, est-ce que vous ne craignez pas finalement qu'on ne parle pas d'Europe, mais qu'on soit un petit peu dans la défiance au président de la République ? Une élection en cours de mandat, c'est toujours l'occasion aussi pour le pouvoir en place de se tester. Et là, ça va être aussi et c'est aussi l'occasion pour les citoyens de montrer, là, je pense, leur mécontentement envers le pouvoir et les mesures qui ont été prises dans ces premières années de mandat. Voilà, une forme de référendum en quelque sorte. Voilà, c'est ce qu'on a coutume de dire. Oui. Alors, Sofian Nedjari, on va parler du Parti communiste qui a longtemps pesé sur la vie sociale française, qui aujourd'hui est peut-être un peu moins entendu, quoique la jeunesse revient à ses valeurs sociales. Vous, qu'est-ce qui vous a conduit vers le Parti communiste, par exemple ? Alors moi, c'est un engagement de longue date. Je pense qu'aux racines de mon engagement, c'était un désir de justice sociale. Moi, j'ai commencé à m'engager assez jeune, j'étais encore au collège. Mais vous êtes déjà tout jeune. Alors à l'époque, c'était la réforme du CPE notamment qui m'a mis un peu qui a été les premiers pas de mon engagement. À l'époque, c'était une réforme qui était assez injuste puisque elle permettait aux employeurs de pouvoir se séparer de son employé dans les 2 premières années du contrat. Donc ça apportait une certaine précarité et donc là on se rend compte une décennie, un peu plus d'une décennie après, que c'est toujours dans la même direction que se projettent les pouvoirs qui se sont succédés, le gouvernement de Hollande, le gouvernement de Macron, avant ça le gouvernement de Sarkozy, et que tout a été fait au fil de ces années pour fragiliser la position des plus faibles au sein de la société, dans le monde du travail. Alors aujourd'hui, on est dans une société qui ne s'en cache pas, qui est très libérale, qui est très concurrentielle. Comment apporter les valeurs humaines, les valeurs du travail, comment les défendre aujourd'hui ? Alors moi je pense que la liste qu'on défend et qui est conduite par Yann Brossa pour les élections européennes, elle répond déjà dans sa composition à une partie du problème, puisqu'on a 50% d'ouvriers qui sont présents dans cette liste. Le fait d'avoir 50% d'ouvriers, c'est pas juste un argument pour faire joli, ça a aussi des répercussions réelles, puisque on a des gens qui comprennent finalement ce que c'est que le monde du travail, ce que c'est que d'être ouvrier, parfois de se sentir exploité. Je pense que les gens ont besoin de se sentir représentés par
des élus qui peuvent comprendre et qui ont vécu les problèmes auxquels les citoyens peuvent être confrontés. Voilà, ils viennent du terrain finalement. Oui, c'est ça, c'est une manière de le dire. Est-ce qu'aujourd'hui, on reproche d'ailleurs beaucoup cela, on l'a entendu d'ailleurs dans cette révolte des Gilets jaunes, est-ce qu'aujourd'hui, on pourrait dire que le monde politique est un peu hors sol, un petit peu loin du terrain, un petit peu loin des préoccupations des citoyens ? Oui, on peut le dire comme ça. On prend l'exemple d'Emmanuel Macron, l'exemple du président de la République est typique de ces gens qui sont hors sol, où on a quelqu'un qui a été élu et qui sortait de nulle part, qui n'a pas connu de mandat électif, qui sort d'un milieu très très aisé, qui a fait des grandes écoles. Et on s'en rend bien compte aujourd'hui dans son exercice du pouvoir, dans sa façon de s'adresser à la population avec énormément de mépris. On voit bien que cette personne ne connaît pas finalement les gens auxquels il s'adresse. Est-ce qu'il s'attendait, selon vous, à ce soulèvement social, Emmanuel Macron ? Je pense que non, et c'est en ça qu'ils sont hors sol, c'est-à-dire que je pense qu'ils ne réalisent pas la portée des décisions politiques qu'ils prennent, qui ont des conséquences sur la vie des gens, sur leur santé, sur par exemple avec la loi travail qu'il a passée, la réforme des retraites, où on a Gérald Darmanin qui propose encore d'allonger de reculer l'âge de départ à la retraite. Pour vous, alors on parle de reculer l'âge de la retraite, effectivement. Pour vous, c'est un recul social. C'est un recul social évident. On fait que de dire que les caisses de retraite sont en difficulté, sans aller à la racine du problème qui est celui du partage des richesses. Il faut qu'on partage les richesses si on veut sauver la sécurité sociale. Vous estimez qu'en France, en fait, l'argent est mal réparti ? De plus en plus, on a la suppression de l'ISF qui est assez emblématique. On a également le CICE où on donne finalement aux entreprises. Alors je sais plus le montant exact. Oui, il y a un montant forfaitaire. Il me semble que c'était 80 milliards. Des entreprises qui ne demandent même pas le CICE. On a l'exemple de Ford, par exemple. Ford qui va supprimer des emplois, qui a reçu 50 millions de cadeaux fiscaux et qui va supprimer des emplois. Est-ce que là, il faudrait une réforme, Sofiane Nedjari, une réforme où on dise, voilà, on vous donne de l'argent, mais vous maintenez l'emploi, vous maintenez les structures, vous maintenez sur les territoires, finalement, l'économie? Alors, je sais pas quel type de réforme il faut mettre en place exactement pour maintenir l'économie, mais quelque chose d'essentiel, c'est que lorsqu'on fait des cadeaux aux entreprises, il faut demander des contreparties. Le CICE, c'est emblématique du fait des cadeaux qu'on donne comme ça aux grandes entreprises qui déjà payent très peu d'impôts et qui finalement suppriment des emplois. Je pense qu'il faut annuler ce type de politique. Il faut revenir en arrière, reprendre l'argent qu'on a donné et puis le remettre dans la sécurité sociale qui est en difficulté. On a 35 maternités qui sont menacées de fermeture. Justement, alors là, c'est là aussi la cohésion des territoires, ouais. Parce qu'on voit les services publics qui reculent, les postes, la poste qui ferme, la perception, les maternités, les hôpitaux de proximité. Là encore, il y a un recul dans les territoires qui fait ce déséquilibre entre les métropoles et les zones rurales, bien souvent. Est-ce que là aussi, il faut remettre l'argent vers les territoires en difficulté, vers les territoires ruraux, par exemple, ou périurbains? Alors, il y a les territoires ruraux, il y a aussi les banlieues, oui, bien dans sûr, les quartiers urbains qui affrontent la disparition des services publics. Alors, tout ça, ça demande de l'investissement. Par exemple, ce qu'on pourrait faire en termes de politique européenne, c'est demander à la BCE qui est toujours prompte à donner des milliards aux banques, de plutôt donner ces milliards en direction de politiques publiques. Et là, peut-être que ça redonnerait un peu d'intérêt pour la construction européenne auprès des citoyens. Alors justement, l'Europe, vous en parlez, on va y venir. Est-ce que l'Europe est très éloignée des citoyens ? En tout cas, ces politiques le sont. Déjà dans sa construction
dans sa construction institutionnelle, elle est éloignée des citoyens par le déficit démocratique. On a une Commission européenne qui n'est pas élue démocratiquement. On a une Banque centrale européenne sur laquelle on n'a pas de contrôle démocratique. Je pense que tout ça, il faut y remédier si on veut sauver l'Europe. Vous avez l'impression que l'Europe tourne un peu sur elle-même et laisse les citoyens à la périphérie. C'est-à-dire que toutes les politiques ne se font pas en faveur des peuples et se font en faveur des grandes entreprises, des grandes compagnies, en faveur des banques qui s'en mettent plein les poches. Et tout ça, ça se fait contre l'intérêt des peuples. Alors j'ai posé la question aux différents jeunes qui s'engagent en politique ou qui sont déjà engagés, hein, on l'aura compris en ce qui vous concerne. Les jeunes et l'Europe aujourd'hui, quel est le rapport des jeunes à l'Europe ? Un jeune communiste comme vous aujourd'hui, quel est son rapport à l'Europe ? Alors mon rapport à l'Europe, c'est celui, moi en tant qu'étudiant, je peux vous répondre Erasmus par réflexe où j'ai pu côtoyer des étudiants dans ce cercle-là. Au-delà de ça, en tant que jeune, mon rapport à l'Europe est très flou, hein, puisque à titre personnel, je me sens très très éloigné des institutions européennes. Je sens pas la répercussion des politiques européennes dans ma vie en des effets positifs en tout cas. Les seuls échos que j'en ai, c'est lorsqu'il s'agit de fermer des services publics, de les privatiser, etc. Je pense que si on veut sauver la construction européenne, il va falloir mettre un terme à ces politiques, sinon l'Europe disparaîtra d'elle-même. Je pense que c'est un impondérable. Alors on parlait de contexte en commençant tout à l'heure, Sofiane Nedjari. Le contexte, il est pas bon, hein, évidemment. On a un contexte social tendu. On a aussi un contexte plus largement international tendu. On parlera du Brexit tout à l'heure parce que évidemment ça aura des conséquences. Et on a cette montée de ce que l'on qualifie de populisme en fait aux portes de l'Europe. Les différents pays, on pense à la Hongrie, on pense à l'Italie, même la Pologne, qui se tendent, qui refusent finalement l'Europe quelque part, mais qui en font partie. Et on a la France un petit peu au milieu de tout ça, qui elle aussi se cherche. Est-ce que vous craignez justement que cette montée des populismes fasse éclater un jour ou l'autre l'Europe ? Alors, ce que vous appelez populisme, moi, je nommerais plutôt l'extrême droite pour mettre sûr, un mot un peu plus clair là-dessus. L'extrême droite se nourrit finalement des politiques néolibérales que rejettent les peuples. Et finalement, bon, je vais me répéter un peu, mais si on veut empêcher des partis comme le Rassemblement national, que ces mouvements prospèrent, ces mouvements d'extrême droite prospèrent, il faut mettre un terme aux politiques néolibérales et investir en direction des populations dans des nouveaux services publics, dans des nouvelles politiques publiques. Parce qu'on a le sentiment effectivement que le populisme monte au fur et à mesure que une grande détresse de la population, alors française et européenne bien sûr, augmente également. Il y a les inégalités qui augmentent. Un chiffre par exemple, il y a sur les 10 dernières années, il y a une production qui augmente de 2000 milliards. Et une pauvreté qui passe de 7 à 10%, 10% d'Européens qui sont passés en dessous le seuil de pauvreté alors que les richesses augmentent, la production de richesses augmente. C'est ce qui nourrit l'extrême droite. Ce sont les injustices, ce sont les inégalités. Vous craignez que lors de ce scrutin européen, l'extrême droite fasse un grand score ? On le dit en tout cas dans les sondages, les derniers sondages. Alors nous, on est sur le terrain pour militer et pour justement empêcher que cela se produise. J'aimerais juste rappeler aux auditeurs que les homologues du Front National en Autriche, il me semble, au Parlement européen, ont voté pour la semaine de 60 heures. Est-ce que la semaine de 60 heures, c'est une politique qui se fait en direction des peuples européens ? J'en doute. Donc nous, on est sur le terrain pour empêcher que ce phénomène arrive. Après, je vais pas. Est-ce que c'est facile d'exister sur le terrain ? Est-ce que c'est facile ? C'est toujours difficile de militer, c'est un exercice difficile.
surtout sur un sujet comme l'Europe où il y a une perte d'intérêt. Cependant, on a des militants qui font un travail assez exceptionnel, qui donnent énormément de leur temps pour permettre justement aux classes populaires notamment de se ressaisir de ces questions. Je vais encore donner un chiffre. On a seulement 33% des ouvriers qui vont se prononcer sur ce scrutin d'après les derniers sondages. Donc ça dénote du désintérêt des classes populaires, et il faut qu'on se raccroche à ça il faut convaincre finalement. Il faut convaincre, oui. Alors, on parlait du programme tout à l'heure. Quelles sont les grandes lignes du programme du Parti communiste, en l'occurrence porté par vous les jeunes, pour ces élections européennes? Quelle est la priorité? La priorité, c'est d'abord l'augmentation des salaires. On parle d'instaurer un SMIC européen, par exemple. Un SMIC européen... Et Emmanuel Macron, je crois aussi, parle d'un SMIC européen, mais toujours à niveler vers le bas. Nous, ce qu'on pense, c'est qu'il faut tirer les choses vers le haut et essayer d'augmenter les salaires sur toute la zone euro. Ça, c'est une première chose. Il y a également la question des politiques publiques. Comme je disais tout à l'heure, on pense que la BCE doit investir dans les services publics. Pour ça, il y a également la règle des 3% qu'il faut contourner. Oui, cette fameuse règle qui demande à ce qu'il n'y ait pas plus de 3% de déficit, en fait. Cette règle, elle bloque toute tentative de faire des politiques de développement de services publics. Et je pense qu'il faut, et c'est ce qu'on propose, il faut sortir du calcul des 3% toutes les politiques d'intérêt général qu'un État voudra mettre en œuvre. D'autant qu'on a beaucoup de privatisation en cours. On pense à Aéroport de Paris là récemment et bien d'autres qui se profilent à l'horizon. Est-ce que c'est un recul du service public qui vous inquiète? C'est un recul qui se fait surtout de la zone euro. C'est très inquiétant. Les aéroports de Paris, tout le monde le disait, même à droite, même la droite sénatoriale notamment, aux côtés des élus communistes au Parlement, défendait était contre la privatisation des aéroports de Paris, qui sont une entreprise très très rentable pour l'État. Emmanuel Macron a choisi de s'en séparer. Je pense que c'est très inquiétant, puisque moi ce que je vois là-dedans, c'est qu'il n'a aucune considération finalement pour l'argent public qui se tue à défendre et se sert notamment de cet argument pour tuer bon nombre de nos acquis sociaux. Et puis je vais prendre une phrase qui fut prononcée en son temps. Est-ce que c'est aussi un recul de l'image de la France, de la grandeur de la France, Aéroport de Paris, la SNCF aussi qui va vers une ouverture à la concurrence? Est-ce que c'est aussi ces privatisations, un recul de la grandeur de la France, d'une certaine idée de la France qui était plutôt en pointe sur beaucoup de choses et qui laisse son service public disparaître au profit du service, en tout cas au profit de la privatisation des entreprises privées? Alors, nous les communistes, on dit que les services publics, c'est le patrimoine de ceux qui n'en ont pas. Alors si ça participe à la grandeur de la France, volontiers. Et oui, c'est un recul. Ce recul des services publics, on peut le voir comme un recul de la grandeur de la France, qui a construit, qui a su construire au lendemain de la guerre la sécurité sociale, on a cette grande entreprise, la SNCF, qui est en train d'être détricotée pour être plus facilement vendue par la suite. En fait, on perd les acquis de ce qui avait été mis en place par le Conseil national de la résistance juste à l'immédiate après-guerre. Oui, pour des intérêts financiers, ni plus ni moins. Le Brexit, on va en parler, hein. Le temps court, il nous reste encore 2 minutes. Le Brexit, comment vous l'appréhendez, vous? Est-ce que vous dites, c'est un recul de l'Europe, ou est-ce que vous pensez au contraire que les Britanniques, finalement, prennent leur liberté, disent, ça nous convient pas, on part? Premièrement, alors le Brexit, c'est les conséquences d'un échec de la construction européenne, où c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, un déficit démocratique, des politiques publiques qui ne sont pas faites
en direction des peuples. On le dit, les privatisations, les baisses des normes sociales, etc. Tout ça, ça joue en faveur d'un rejet de l'Europe. Ensuite, il faut voir qu'il y a eu un vote des Britanniques et qu'il faut le respecter. Voilà, donc je pense qu'on peut pas se permettre de revenir sur. Enfin, c'est aux Britanniques d'en décider, mais c'est assez compliqué, même encore ces dernières heures, c'est assez compliqué effectivement, cette sortie de l'Europe. Mais ils ont encore leur légitimité, et c'est à eux de décider de leur sort. Voilà. Alors, la campagne a démarré sur le terrain, on en parlait un petit peu tout à l'heure. Alors ça se traduit comment? Vous tractez, vous rencontrez les gens, vous allez convaincre les gens que vous rencontrez d'aller voter. Est-ce que les jeunes viennent à vous? Alors les jeunes, c'est c'est quelque chose de compliqué pour mobiliser, mais sur les questions environnementales notamment, il y a beaucoup de mobilisation de la part de la jeunesse, où peut-être que cette élection européenne, c'est l'occasion de donner des propositions en faveur de la défense de l'environnement. Alors, excusez-moi. Oui, alors je vous demandais si les jeunes venaient à vous, et si c'était facile finalement sur le terrain. On revient toujours à cette histoire du terrain, d'aller convaincre les gens de venir voter le 26 mai, voilà, pour essayer de faire en sorte que leur voix porte et pèse. Alors tout l'intérêt, c'est de donner de l'intérêt pour la construction européenne là, dans ces élections. Donc c'est forcément, on rame un peu parce que c'est dans l'air du temps. Il y a un euroscepticisme assez fort. Donc voilà, moi je pense que les gens n'attendent pas énormément de cette élection. Néanmoins, moi, ce que je leur dis, c'est que je crois au rapport de force. Et que si on veut construire des politiques en leur faveur, le rapport de force, il faut l'instituer partout où on le peut. Et le Parlement européen, c'est une des places où il faut jouer sur ce rapport de force. Il faut être là pour peser finalement, pour faire entendre sa voix. Toute dernière question, Sofiane Nedjari. Est-ce que la gauche est trop dispersée? Parce que, alors, il y a vous, le Parti communiste. Je m'attendais à cette question. Voilà, je l'ai gardé pour la fin, vous aurez remarqué. On a entendu le président François Hollande s'exprimer sur une antenne amie hier matin, à savoir France Inter, où il disait oui, je voterai socialiste, enfin, s'il reste des socialistes. Est-ce que vous trouvez que la gauche est un peu éparpillée, qu'elle n'aurait pas eu intérêt à se regrouper, à faire une formation peut-être plus solide pour essayer de peser? Ou est-ce que c'est véritablement impossible? Alors le Parti communiste a toujours travaillé en faveur du rassemblement. C'est pas chose aisée. Toutefois, et puis ça dépend avec qui. Moi, je considère pas que le Parti socialiste, après ces 5 ans passés au pouvoir avec François Hollande, soit un allié dans la lutte. Après, il y a des partis comme Génération, comme la France Insoumise, avec qui on a essayé de travailler. Finalement, ça s'est pas fait. Mais le Parti communiste a toujours eu cette constance de vouloir travailler au rassemblement. Nous n'y avons pas réussi. Est-ce que c'est un échec? On le verra au terme du scrutin. On a l'impression qu'il y a la République en marche toute puissante, il y a la montée du Rassemblement national, et puis la gauche est un peu éparpillée, c'est un petit peu ça. La gauche est éparpillée, oui. Alors, est-ce que pour autant le Parti en marche est en position de force? Bon, les sondages laissent entendre qu'il a de l'avance. Ça reste des sondages. Je pense pas que là, de ce qu'on voit de l'actualité, etc., il y a beaucoup de défiance vis-à-vis du pouvoir. Donc, c'est l'occasion pour nous de porter nos propositions, d'apporter une alternative. Et c'est là-dessus qu'on doit compter au regard de la dispersion des forces.
Eh bien, écoutez, on va vous suivre, hein, comme on va le faire pour l'ensemble des sensibilités politiques, hein, qui vont être représentées lors de ces élections européennes. Et puis les jeunes, hein, toujours les jeunes, hein, la nouvelle génération. Hein, vous viendrez en reparler sur l'antenne de Bretagne 5. Il y a beaucoup de premières radios en ce moment, mais là, je crois que c'était pas votre première radio. Sofiane Nedjari, je rappelle que vous êtes coordinateur départemental du MJCF 22, le mouvement des jeunes communistes de France, et 22 pour les Côtes-d'Armor, bien entendu. Vous étiez en direct avec nous dans la matinale. Merci d'être venu jusqu'à nous. Et puis belle journée. À vous aussi.